je suis coupé. Ah, mais c'est pas reparti, c'est suspension. C'est bon quand même. Bien. Monsieur Vigier, on y va. Donc, Madame la Présidente, chère Véronique, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, notre commission poursuit ce matin ses auditions consacrées à la situation et aux attentes du monde agricole. Après avoir entendu la FNSEA la semaine dernière, les jeunes agriculteurs hier après-midi, et ce matin, juste avant vous, la Confédération paysanne, nous avons le plaisir de recevoir dans ce cadre Mme Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, qui est accompagnée de Mme Amélie Rebière, vice-présidente de ce syndicat. Je rappelle que les représentants du MODEF seront quant à eux reçus par notre commission cet après-midi à 15 h. Ça, c'est pour les collègues. 15 h, après le café. Notre commission est toujours très attentive aux questions agricoles. Nous avions d'ailleurs déjà entendu en audition plénière l'ensemble des syndicats agricoles, vous aussi, au printemps dernier. Nous savons que nos agriculteurs, au cœur de l'activité économique du pays, ont dû faire face depuis lors à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Nous le constatons dans nos circonscriptions et savons bien dans leurs attentes que leurs attentes, qui étaient déjà importantes, sont aujourd'hui d'autant plus grandes. Il y a beaucoup d'urgence pour certains de nos agriculteurs. Ainsi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, la récolte des céréales, et notamment celle du blé, connaît un net recul. La plus mauvaise récolte pour la France depuis 40 ans. De même que la collecte viticole qui pourrait baisser de 18% sur un an. Et dans les élevages, 3 virus transmis par des moucherons ont fortement touché les cheptels. La FCO3, la FCO8, la MHE et maintenant quelques cas d'influenza aviaire en Bretagne. Je précise d'ailleurs que notre commission a décidé au début de ce mois de créer 2 missions relatives à l'abattage dans le contexte de réduction des cheptels ainsi qu'aux stratégies de marché de la filière vitivinicole. Loin de tout déclinisme, soyez assurés que nous aurons à cœur d'apporter à nos agriculteurs les réponses dont ils ont besoin pour assurer la pérennité et le développement de leurs exploitations malgré les nombreuses contraintes auxquelles celles-ci sont confrontées. Dans ce contexte, n'hésitez pas, mesdames, à nous faire connaître les évolutions législatives ou réglementaires qui vous paraissent souhaitables, tout particulièrement en ce qui concerne le projet de loi d'orientation agricole, sur lequel nous avons beaucoup travaillé ensemble, la LOA, que nous avions examiné en première lecture et transmis au Sénat le 29 mai dernier. Ce texte avait notamment l'ambition de soutenir l'installation et la transmission des exploitations, alors qu'on estime que la moitié des exploitants devraient prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. C'est un aspect essentiel, de même que la simplification des normes et l'accompagnement des agriculteurs au quotidien. Nous aimerions aussi connaître vos attentes s'agissant des moyens financiers qui seront engagés au profit du monde agricole dans le cadre du budget, donc du projet de loi de finances 2025, dont nous serons bientôt saisis pour avis. La question de la préservation des revenus des agriculteurs, qui peuvent être fiers de leur production et veulent pouvoir récolter le fruit de leur travail, est évidemment centrale. Nous nous étions vus à plusieurs reprises sur ce sujet quand j'étais rapporteur du budget du ministère de l'Agriculture au sein de la Commission des Finances. Cette audition peut aussi, de ce point de vue, être l'occasion d'évoquer l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement au printemps dernier par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot, en vue d'une possible loi Egalim 4. Notre commission a aussi décidé en bureau de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2, qui a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé, dont nous attendons les travaux avec beaucoup d'intérêt. Vous pourrez aussi donner votre sentiment sur l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, sujet qui touche tout particulièrement certains d'entre nous, et ici, moi au premier chef, dont nous devons, il me semble, assurer un développement raisonné et raisonnable. C'est pour ça que nous avons constitué un petit groupe de travail sur ce sujet, mais nous sommes preneurs de vos orientations et de vos idées sur le sujet qui est très complexe. Merci encore, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, d'être avec nous ce matin pour voir ensemble comment nous pouvons avancer de façon constructive et pragmatique, comme vous savez toujours l'être, et sur tous ces sujets. Je vous cède à présent la parole pour une quinzaine de minutes, à 2, pas chacune. Après quoi, nous entendrons les orateurs de groupe, chacun pour 4 minutes, réponses comprises, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question, et nous grouperons les questions. Je rappelle à mes collègues, pour éviter
que ce soit très clair, de laisser un peu de temps de réponse à nos invités. Donc c'est 4 minutes réponse comprises, idéalement au maximum 3 minutes pour qu'il y ait au moins 1 minute de réponse, sinon c'est compliqué. Je vous remercie. Madame la Présidente, la parole est à vous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous accueillir aujourd'hui. Il est en effet urgent de redonner de la résilience à notre agriculture. Elle devrait être capable de résister aux aléas climatiques, géopolitiques et à la spéculation financière. Agir dans l'urgence avec des mesures conjoncturelles au coup par coup s'avère indispensable, mais intenable sur le long terme. Cela ne suffira pas à pérenniser la ferme France. La coordination rurale propose des mesures stratégiques qui relèvent, selon elle, du bon sens. Une exception agriculturelle concrète qui retirait les produits agricoles et agroalimentaires de l'OMC, des accords de libre-échange et des marchés financiers. Sacrifier les produits agricoles au profit d'autres productions et de la spéculation met en danger notre souveraineté alimentaire. Deuxièmement, la régulation des productions et des marchés agricoles dans un espace européen protégé des fluctuations du marché mondial. Le bon sens voudrait que nous n'importions pas ou que nous n'importions que ce qui ne peut être produit sur notre territoire et n'exporter que nos surplus. Importer des produits de l'autre bout de la planète alors qu'ils pourraient être produits en local est un non-sens écologique. Enfin, la TVA sociale sur les produits importés, nous pourrons en reparler. Mais les priorités s'avèrent aujourd'hui la trésorerie des agriculteurs. La trésorerie, c'est d'abord grâce à des prix plutôt que des primes. Mais aujourd'hui, force est de constater, vous l'avez répété, Monsieur le Président, les aléas sont là et les crises se succèdent et mettent à mal nos situations financières. Il faut donc régler déjà ce qui était promis, régler le solde des aides de la PAC, régler tous les fonds d'urgence qui ont été annoncés cet hiver et pour lesquels on n'a pas de compte rendu et d'état sur l'utilisation de chacun des fonds. Avoir un retour de la part du ministère de l'Agriculture quant au déplafonnement des minimis. C'était une demande de la coordination rurale dès le départ pour porter cette réserve des minimis à 300 000 €, comme ça l'est pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. La demande portée par notre ministère a été de demander le plafond à 50 000 €. Et nous autres avons réagi en disant 50 000 €. Oui, mais alors sur la seule année 2024 pour permettre de sauver le maximum d'exploitation. Les trésoreries, c'est aussi un bouclier énergétique avec un prolongement de déjà ce qui a été acté pour le gasoil, mais il faut aller au-delà avec aussi l'électricité et le gaz. C'est aussi toutes les mesures qui vont être à prendre au niveau du PLF et du PLFSS, notamment pour le PLF, l'exonération de la TFNB, mais aussi des propositions concernant le foncier que je pourrais évoquer tout à l'heure, le suramortissement des biens que je pourrais aussi développer. Et le deuxième point, la deuxième priorité, après les trésoreries, c'est tout ce qui rentre dans l'accompagnement structurel de nos exploitations avec la fiscalité et notamment les successions. Pour cela, il y avait la loi d'orientation agricole qui devait répondre à la plupart de ces problématiques. Force est de constater qu'en l'état, pour la coordination rurale, elle n'était pas suffisante, même si le mot revenu y est apparu, même si l'intérêt général y figure, même si les GFAI ont été supprimés, il reste cependant des lignes rouges. Et pour la coordination rurale, nous sommes totalement opposés au diagnostic modulaire. Nous sommes opposés aux stages de sensibilisation face aux enjeux de l'environnement. Nous sommes opposés à la création de France Service Agriculture, qui est une suradministration. Et enfin,
vouloir augmenter le nombre d'apprenants de 30% n'est pas non plus une solution pour répondre au problème du renouvellement des générations, sachant que nous avons déjà dans nos écoles d'agriculture suffisamment de jeunes, le problème étant qu'ils ne s'installent pas en nombre. Nous avons donc cette loi d'orientation agricole qui pourrait soit être reprise par le Sénat et revenir ensuite au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme nous l'avons exposé dès le début, dès 2023, auprès du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à l'époque, nous avions apporté des amendements à la loi pour un choc de compétitivité de la ferme France. Je vous rappelle ici les priorités qui figuraient dans cette loi et que nous avions amendée. Priorité numéro 1 pour nous, un retour équitable ou la création de la plus-value dans les exploitations agricoles pour l'octroi d'une rémunération juste et digne. Cela passait par une loi sur le fonctionnement des coopératives. Deuxième point, pour ramener de la valeur dans nos exploitations, légiférer face à l'évitement des industriels à payer les agriculteurs, donc plus de transparence, en luttant contre la délocalisation des résultats. Je pourrais vous exposer aussi ce point, en revoyant l'organisation et les missions des interpros et en relançant les filières en déclin. La deuxième priorité, après celui des prix rémunérateurs, pérenniser les exonérations et réduire certaines charges. Nous avions là le GNR, les boucliers fiscaux, le TODE et d'autres mesures. La troisième priorité étant de résoudre les problèmes de main-d'œuvre, avec différents points comme des contrats civiques, les contrats aidés et de nombreuses autres propositions. La quatrième priorité était d'arrêter l'asphyxie liée aux contraintes et changements perpétuels et permettre aux agriculteurs de se constituer leur propre assurance production. Cela est valable au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et je citerai l'exemple des BCAE, les BCAE 1 avec les prairies, les BCAE 8 avec les surfaces d'intérêt écologique qui sont suffisamment nombreuses et tous les problèmes de jachère que voient aujourd'hui nombre d'agriculteurs sur le territoire. Cinquième priorité, refuser les distorsions de concurrence intra- et extra-communautaires avec les clauses de réciprocité, les clauses miroirs, les clauses de sauvegarde. Et enfin, la sixième priorité, ce sont les autres mesures dont nous avions, parmi lesquelles nous avions mis l'encadrement du foncier agricole et un amortissement du type d'Eurobien. Et voilà pour le type de projet de loi d'orientation agricole qui devait permettre d'installer des jeunes et permettre à ceux qui partiraient en retraite de céder dans de bonnes conditions. Merci. Merci, Madame la Présidente.